Une nouvelle de Gene Wolfe, La substitution. Quiconque trouvera ces papiers sera, je le suppose, stupéfait de la stupidité de leur auteur. Comment ne pas s'étonner qu'il les ait mis sous une pierre plutôt que dans une boîte à lettres, un meuble classeur ou même dans la pierre angulaire d'un édifice, comme il est traditionnel de le faire. Réfléchissez pourtant, n'est-il pas plus sage de déposer pareil document dans les entrailles d'une grotte bien sèche? Et c'est ce que j'ai fait. Car si une demeure répond à tout ce qu'on en attend, l'avenir en fera un reliquaire à sauvegarder. En revanche, si les fils de vos enfants jugent qu'elle ne vaut pas la peine d'être conservée, jugeront-ils que les lettres de ces bâtisseurs valent d'être lues? Et pourtant, ces pierres sont un lieu de dépôt plus sûr qu'un meuble classeur. Répondez sincèrement, qui se soucie de telle paperasse? Il est une grosse tortue au bec de pierre crochue qui se ferme en claquant. Elle gîte sous la berge de cette rivière et lorsque les oiseaux aquatiques ont leur nichée printanière, elle nage sous les oisillons, plus furtive qu'une ombre. Parfois, lorsqu'elle les prend par la patte, ils lui jettent un regard. Ils ont donc en eux plus de vie que les feuilles sur lesquelles se refermerait la mâchoire de fonte d'une boîte à lettres. Avez-vous jamais observé comme elle est prompte à se refermer dès que vous retirez la main? Vous ne pouvez écrire le futur sur une enveloppe. Cette adresse serait barrée et remplacée par la mention « Bureau des rebuts ». En tout cas, j'ai une histoire à raconter, et une histoire non racontée est une manière de crime. Je servais dans l'armée de Corée lorsque mourut mon père. C'était avant l'invasion des forces du Nord, et j'étais censé aider un capitaine à faire un cours de démolition aux soldats du ROK. L'armée m'accorda une permission pour raison de famille lorsqu'un télégramme de l'hôpital de Buffalo m'informa de la gravité de son état. Tout cela se fit sans perte de temps, en tout cas de ma part, mais il mourut, tandis que je survolais le Pacifique. Après un coup d'œil jeté dans son cercueil où un tissu de soie bleue montait jusqu'à ses joues brunes durement sculptées et s'entassait sur ses épaules de travailleur, je retournai en Corée. Ayant perdu mon père, j'étais maintenant sans famille et ma vie en fut transformée. Il serait vain de m'étendre sur ce qui m'advint ensuite. Vous trouverez tout cela dans les actes du Conseil de guerre. Je fus l'un de ceux qui restèrent en Chine après la guerre, et je ne fus ni le premier, ni le dernier à me raviser et à regagner mon pays. Je fus aussi l'un de ceux qu'on traduisit en justice. Disons que certains de mes camarades de captivité n'ont pas le même souvenir de ces événements. Je ne vous demande pas d'approuver ma conduite. Dans ma prison du fort Leavenworth, je me mis à remuer de vieux souvenirs antérieurs à la mort de ma mère. Je revoyais mon père courber un gros clou de ses doigts. C'était à Cassonsville, et j'allais 5 jours par semaine à l'école de l'Immaculée Conception. Nous partîmes, je crois, le mois précédent, mon entrée en seconde. Une fois libéré, je décidai d'y retourner pour revoir ce patelin avant de chercher un emploi. Je possédais 400 $ que j'avais placés avant la guerre dans le compte de dépôt du combattant et croyez-moi, je savais comment vivre à bon marché. Ce sont des choses qu'on apprend en Chine. Je voulais voir si le Kanakissi coulait toujours d'un cours aussi paisible et si les gosses avec qui j'avais joué à la balle s'étaient mariés et quelle tête ils avaient maintenant. Il me semblait, comment dire, avoir été amputé de ce passé lointain de ma vie et je voulais retourner voir ce morceau manquant. Je revoyais tous mes camarades, le gros lard qui avait du mal à articuler mais qui riait de tout. J'avais oublié son nom. Notre lanceur au baseball, Ernie Cotta, un garçon de ma classe avec des dents saillantes et des taches de rousseur. Sa sœur, qui jouait en milieu de terrain quand nous n'avions personne d'autre sous la main. Elle avait la manie de fermer les yeux jusqu'au moment où la balle frappait le sol devant elle. Peter Palmieri, qui réussissait souvent à nous communiquer sa passion, jouer aux Vikings ou aux autres jeux du même acabit. Sa grande sœur Maria, qui du haut de ses 13 ans exerçait sur nous une autorité maternelle. Et quelque part au second plan évoluait un autre Palmieri, Paul, qui n'était encore qu'un bébé, nous suivant partout et observant de ses grands yeux bruns tout ce que nous faisions.
Il devait avoir à peu près 4 ans en ce temps-là. Il n'ouvrait jamais la bouche, mais nous pensions que c'était une vraie peste. Je n'eus pas de mal à m'éloigner du Kansas en autostop. Si la chance continuait à me sourire, je pouvais espérer passer la nuit suivante à Cassonsville. Mais voilà qu'on commença à me faire grise mine, alors que j'étais posté à la porte d'un bistrot à hamburger, à la jonction de la route d'État et de la grande autoroute fédérale. Cela faisait près de 3 heures que je levais le pouce lorsqu'un type me fit monter dans sa Ford familiale. Marmonnant merci, je jetai mon sac de déserteur sur le siège arrière et puis, regardant le conducteur de plus près, je le reconnus immédiatement. C'était Ernie Cotta. Il avait pourtant dû subir un traitement, car ses dents ne faisaient plus saillir sa lèvre supérieure. Il dut encaisser mes blagues avant d'arriver à me remettre, et puis ce furent de vraies retrouvailles de camarades de classe, heureux de parler du bon vieux temps. Nous passâmes devant un petit bonhomme qui se tenait pieds nus au bord de la route et Ernie me dit « Tu te rappelles comme Paul se fourrait toujours dans nos pattes? Alors un jour, nous lui avons donné un shampoing à la bouse de vache. Le lendemain, tu m'as dit que tu t'étais fait incendier à cause de ça par la mère Palmieri. » Et aussitôt cet événement que j'avais oublié me revint à la mémoire. « Tu sais, dis-je, c'était une honte de traiter ainsi cet enfant, nous étions ses idoles et nous le lui faisions payer. »« Ça ne lui a pas fait de mal, » dit Ernie. « Si tu le voyais maintenant, je parie qu'il ne ferait qu'une bouchée de nous deux. Sa famille n'a pas quitté Cassonsville ? » ?»« Bien sûr que non. » Ernie avait mordu sur le bas-côté de la route et cet écart souleva une giclée de poussière et de gravier. « Personne ne quitte la ville, » reprit-il, cessant un moment de regarder la route. « Tu savais que Maria est maintenant l'infirmière du vieux docteur Witt ? Ses parents ont un petit motel près du champ de foire. Tu veux que je te dépose là, Pete ?» Il m'assura que le prix était raisonnable et j'acceptais son idée. Il fallait bien que je couche quelque part. Nous fîmes ensuite une dizaine de kilomètres en silence, puis Ernie reprit la parole. « Tu te rappelles la grande bataille contre Maria au bord de la rivière ? Tu voulais attacher un caillou à une grenouille pour la jeter à la flotte, et Maria voulait t'en empêcher. Pour une bagarre, c'était une bagarre. »« Ce n'était pas Maria, lui dis-je, c'était Peter. »« Tu dis vague. Ça doit remonter à une vingtaine d'années. Peter n'était même pas né. »« Tu dois confondre avec un autre Peter. Je parle de Peter Palmieri, le frère de Maria. » Ernie me fixa si longuement que je craignais qu'il ne nous expédie dans le fossé. « C'est de lui que je parle, moi aussi, dit-il. Mais le petit Peter est un môme de 8 ans, peut-être 9. C'est à Paul que tu penses, ajouta Ernie, avec un bref coup d'œil à la route. Mais c'est avec Maria que tu t'es bagarré. Paul tenait encore à peine sur ses jambes. Nous retournâmes dans le silence pendant quelques minutes, ce qui me laissa le temps de me remémorer notre corps à corps au bord de l'eau. 4 ou 5 d'entre nous s'étaient dirigés vers l'endroit où nous amarrions la barque qui nous servait à gagner notre île rocheuse au milieu du lit de la rivière. Nous voulions jouer aux pirates, mais l'embarcation avait rompu ses amarres et disparu. Peter avait essayé de nous mobiliser pour aller à sa recherche vers l'aval, en vain, car nous avions tous la flemme. C'était une de ces chaudes journées d'été où la poussière flotte dans l'air si bien qu'on pense au battage du blé. Ayant réussi à attraper une grenouille, j'eus l'idée de faire une expérience. Je me rappelais alors un détail qui donnait raison à Ernie, en tout cas partiellement. Maria avait essayé de m'en empêcher, je l'avais frappé à l'œil avec une pierre. Mais ce n'était pas là la grande bagarre. Peter avait voulu venger Maria, et c'est avec lui que j'avais roulé à terre avec des grognements, toutes griffes dehors, essayant de m'assurer une prise sur son corps à la peau glissante de sueur parmi les herbes piquantes. Ernie avait eu raison de dire que Paul n'était encore qu'un bébé et que je m'étais battu avec Maria, mais c'est Peter qui, en fin de compte, m'avait obligé à couper la corde qui liait la patte de la grenouille et à la libérer. Côte à côte, nous avions regardé la petite bête verte regagner la rivière en sautillant et puis, lorsqu'il ne lui resta qu'un dernier saut à faire pour retrouver ce bien précieux, la sécurité, j'avais bondi
et rapide comme l'éclair, je l'avais transpercé de mon couteau de scout à large lame, la clouant sur le sol, boueux. Le motel des Palmieri s'appelait Cassonsville Tourist Lodge. 10 cottages blancs et une maison avec un café qui faisait saillie sur la façade et portait une grande enseigne avec ce seul mot, It, l'ordre que donnait Bouddha à la sauterelle. Maman Palmieri, et j'en fus surpris, me reconnut aussitôt et me couvrit de baisers. Elle avait à peine changé. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, mais ailleurs étaient restés d'un noir brillant. Elle avait toujours été corpulente et ne l'était pas davantage. Peut-être avait-elle perdu un peu de sa solidité. Quant à papa Palmieri, je ne crois pas qu'il me reconnut, mais il m'adressa un de ses rares sourires. C'était un petit homme brun, philosophe, avare de paroles, et je suppose que n'importe qui, à première vue, aurait décidé que c'était un ménage où la femme porte la culotte. La vérité, c'est que la maman considérait son homme comme infaillible dans toute situation critique. Et dans la pratique, c'était la vérité ou à peu près. Il avait la patience inépuisable et le bon sens inébranlable d'un bourricot sicilien. Toutes les qualités qui ont fait de ce petit animal résistant le compagnon idéal des moines errants et des combattants du désert. Les Palmieri voulaient me donner la chambre de Maria, qui, assistant à un vague congrès d'infirmières à Chicago, ne devait rentrer qu'à la fin de la semaine. J'étais leur hôte. Ils insistèrent pour que je prenne mes repas avec eux. Je cédais sur ce dernier point, mais je tins à louer une chambre. Ils m'en demandèrent $5 la nuit, en me jurant que c'était le plein tarif. Nous étions encore en train de causer à bâton rompu, comme toujours en pareille circonstance, lorsque Paul entra. Je ne l'aurais pas reconnu si je l'avais rencontré dans la rue, mais il m'inspira une sympathie immédiate. C'était un grand brun sérieux qui était parfaitement inconscient et sans doute pour toujours de la beauté de son profil. Une fois les présentations accomplies, la maman commença à s'inquiéter du dîner et à se demander si Peter allait bientôt rentrer. Paul la rassura. En sortant de la ville, il avait vu l'enfant marcher au milieu d'une bande de gosses. Il lui avait offert de le ramener en voiture, mais Peter avait décliné cette offre. Il y avait dans les paroles de Paul un je ne sais quoi qui me donna la chair de poule. Ernie avait affirmé que Peter était plus jeune que Paul, et ce dernier confirmait ce point de vue. Il portait un chandail de collégien. Il avait cette manière mal assurée de faire l'important, propre aux adolescents qui veulent se poser en homme. Pourtant, il semblait parler d'un garçon beaucoup plus jeune que lui-même. Au bout d'un moment, nous entendîmes claquer la contre-porte et résonner des pas rapides. Peter apparut tel que je n'avais cessé, j'en fus alors conscient, de me le représenter. C'était bien Peter, et il pouvait avoir 8 ans. Ce n'était pas simplement un autre gosse au type italien. C'était Peter en personne, avec son menton en galoche et ses yeux noirs. Il ne parut pas se souvenir de moi et la mama fit valoir que peu de femmes étaient capables, comme elle-même, de mettre au monde d'aussi beaux garçons à l'âge de 50 ans. Je me couchai de bonne heure. Naturellement, j'avais été tendu au long de la soirée à l'idée que ces gens pourraient montrer par quelque allusion qu'ils étaient au courant de mon affaire. Mais au moment de m'endormir, je pensais à Peter qui, à vrai dire, n'avait cessé d'occuper mon esprit. Le lendemain était un samedi, et comme Paul était libre, il avait un emploi pour l'été comme en ont les étudiants. Il offrit de me promener dans la ville en voiture. Il avait une Chevrolet 54, qu'il avait rafistolée en grande partie lui-même, et dont il n'était pas peu fier. La visite de Cassonsville fut rapidement exécutée, car il n'y a pas grand-chose à voir, et je priai Paul de m'emmener à l'île où nous avions joué quand nous étions petits. Il nous fallut faire 1500 mètres à pied parce que la route s'éloigne de la rivière à cet endroit, mais le sentier que nous avions tracé était toujours là. Les sauterelles, dont les herbes desséchées, s'envolaient par vagues devant nos pas. Lorsque nous atteignîmes la rive, Paul me dit « C'est bizarre, généralement il y a là un petit bateau que les gosses utilisent pour aller dans l'île. »
Se portant sur l'île, mon regard y découvrit un canot amarré à un buisson au bord de l'eau, le même, semblait-il, que celui qui nous avait servi pendant mon enfance. Peut-être était-ce effectivement le même. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'île. Elle était sensiblement plus proche du rivage. En fait, le Kanak ici était beaucoup plus étroit que dans mes souvenirs, mais cela n'avait rien de surprenant puisque tout à Kessonsville, y compris la ville elle-même, me paraissait plus petit. Et pourtant, chose étonnante, l'île me semblait plutôt plus grande. Elle se gonflait au centre en une éminence qui était presque une colline et qui descendait en pente douce vers l'amont pour se relever en un à-pic dominant la rivière, tandis qu'elle traînait vers l'aval une longue bande de terrain vague. Près de 2 hectares en tout. Au bout de quelques minutes, nous vîmes un garçon dans l'île et Paul lui demanda, en hurlant, de nous amener le bateau. Il s'exécuta et prenant les avirons, Paul nous conduisit à l'île. Je craignais que la petite embarcation ne chavirât sous notre poids. L'eau silencieuse était à 2 centimètres du bord malgré les efforts de l'enfant pour alléger le canot en l'écopant au moyen d'un bidon rouillé. Nous trouvâmes dans l'île 3 autres garçons, dont Peter. Il y avait des épées fichées en terre, faites de lames de bois sur lesquelles étaient clouées d'autres lames plus petites. Je voyais Peter tel qu'il était lorsque j'avais le même âge, et cela m'incita à examiner le visage des autres garçons pour voir si je pourrais les identifier à certains de mes anciens camarades. Mais non, c'étaient des enfants ordinaires, sans plus. Comment faire comprendre ce que je ressentais ? Je me trouvais trop grand ici pour y être réel, malvenu, en ce seul endroit où j'avais envie de me trouver. Peut-être était-ce dû à l'attitude des enfants, maussades, furieux de voir leur jeu interrompu et craignant d'être tournés en ridicule. Peut-être était-ce parce que chaque arbre, chaque rocher, chaque buisson, chaque fourré de ronces m'était familier, toujours le même, bien que j'en eusse, auparavant, perdu le souvenir. Vue de la rive, l'île m'avait paru plus proche et pourtant plus grande que je ne me la rappelais. Et maintenant, inexplicablement, je trouvais plus large le bras qui la séparait de la rive. L'illusion était si étrange que, donnant à Paul une tape sur l'épaule, je lui dis « Je parie que tu n'arrives pas à jeter un caillou d'ici jusqu'à la berge. »« Qu'est-ce que tu paries ?» me dit-il avec un large sourire. « Il ne pourra pas, » dit Peter, « ni lui ni personne. » Peter était le premier des garçons à parler autrement qu'en marmonnant. De toute façon, j'avais décidé de payer l'essence à Paul. Si donc, lui dis-je, il gagnait son pari, je ferais faire le plein à mes frais à la première station-service. Le caillou dessina un arc de cercle et fila si loin qu'on eût dit une flèche plutôt qu'une pierre, puis retomba enfin dans l'eau en faisant floc. J'évaluais à une dizaine de mètres la distance séparant son point de chute de la rive. « Tu vois, » dit Paul, « je t'avais bien dit que j'y arriverais. »« J'ai cru l'avoir tombé dans l'eau, » répliquai-je. « Tu devais avoir le soleil dans les yeux, » insista Paul sur un ton péremptoire. Le caillou est tombé sur l'autre rive à plus d'1 mètre du bord. Ramassant une autre pierre, il la lança d'une main à l'autre, en homme sûr de lui. « Si tu veux, je recommence. » Je n'en crus pas mes oreilles. Paul ne m'avait pas fait l'impression d'un homme capable de tricher pour gagner un pari. Je me tournai vers les garçons. Généralement, rien ne vous enflamme plus à cet âge que ces histoires de paris ou de récompenses. Mais ils ne nous avaient pas pardonné notre intrusion et restèrent muets. Et pourtant, tous regardaient Paul avec le mépris profond qu'un enfant normal éprouve à l'égard d'un parieur indélicat. « Ok, dis-je, tu as gagné. » À la demande, un garçon nous ramena à la rive. Une fois en voiture, Paul m'annonça qu'un match de baseball de Série A se jouait au chef-lieu du comté et nous nous y rendîmes. Mes yeux étaient fixés sur le terrain, mais à la fin de la partie, je n'aurais su dire si le score final était 20-5 ou match nul. Sur le chemin de retour, je fis faire le plein à mes frais. Nous rentrâmes à l'heure du souper et après ce repas, nous nous installâmes dans la véranda, papa Palmieri, Paul et moi-même, pour y boire des canettes de bière. Nous parlâmes baseball un moment, puis Paul se retira. Et j'évoquai de vieux souvenirs devant son père.
Le petit Paul qui tourniquait autour de nous, ses aînés malutent avec Peter à propos de la grenouille. Et là, j'escomptais qu'il me corrigerait. Mais il n'en fit rien. Lassé de son long silence, je lui dis « Qu'y a-t-il » Il ralluma son cigare et répondit « Tu es au courant de tout ?» Ce n'était pas une question. Je répliquai qu'en réalité, je n'étais au courant de rien, mais que je commençais à craindre pour ma raison. Il me dit alors « Tu veux savoir ?» Sa voix était tout à fait mécanique, malgré sa pointe d'accent italien. Je m'empressai d'acquiescer. La maman et moi, nous sommes venus ici de Chicago quand Maria était encore bébé, tu le savais. Je lui dis que j'en avais entendu parler. J'ai un bon boulot et c'est pour ça que nous sommes venus dans cette ville, contremaître à la briqueterie. Je le savais aussi. Il avait déjà cet emploi du temps où j'étais gosse à Cassonsville. Nous avons loué une petite maison blanche de Front Street et déballé notre barda. Nous avons même acheté du neuf. Tout le monde savait que j'avais un bon job. C'était bien considéré. Nous étions là depuis quelques mois et voir qu'un soir, en rentrant du boulot, je trouve la maman et notre bébé avec ce garçon inconnu. Elle tenait la petite Maria sur ses genoux et lui disait « Regarde Maria, c'est ton grand frère ». Je croyais qu'elle avait perdu la tête ou qu'elle voulait me faire une farce. Et ce soir-là au dîner, les enfants se sont comportés comme si la chose était parfaitement naturelle. « Qu'avez-vous fait ?»« Rien. 9 fois sur 10, c'est la meilleure chose à faire. Attendre et ouvrir l'œil. Lorsqu'il est l'heure d'aller au lit, le garçon va se coucher dans une petite chambre du haut qui devait rester inutilisée. Il y trouve tout ce qu'il faut, un lit de camp, des vêtements dans le placard, des livres de classe. La maman m'a vu jeter un coup d'œil dans sa piaule et m'a dit qu'il faudrait lui procurer un vrai lit. La maman était-elle seule à... Palmieri alluma un autre cigare. Je remarquai alors que la nuit tombait, que nous parlions plus bas que d'habitude. « Tout le monde pareil, » dit papa Palmieri. « Le lendemain, après le travail, je vais voir les bonnes sœurs de l'école. Je leur décris le gars, espérant qu'elles sauraient me dire d'où il sortait. Et alors ? Alors elles m'ont dit « Oh, vous êtes le papa de Peter Palmieri. Quel garçon charmant !» Et tout le monde est comme ça. Tiens, ajouta Palmieri après un long silence. Dans la première lettre que mon père m'écrit d'Italie, il dit « Comment va notre petit Peter ?» Et les choses en restent là ? Le vieil homme acquiesça. Peter reste avec nous, et c'est un bon petit garçon, plus gentil que Paul ou Maria, mais il ne grandit pas. Après avoir été le grand frère de Maria, il est son frère jumeau, puis son petit frère. Bientôt, il sera trop jeune pour être le fils de la maman, notre fils, et je pense qu'il nous quittera. Personne, à part toi et moi, n'a jamais rien remarqué d'anormal. Tu jouais avec mes enfants quand tu étais petit. Oui. Nous restâmes dans la véranda environ une demi-heure, mais nous n'avions plus envie de parler, ni l'un ni l'autre. Papa Palmieri ajouta seulement, au moment où je pris congé de lui, encore une chose. Par 3 fois, je me suis fait donner de l'eau bénite par le prêtre et je l'ai versée sur lui dans son sommeil. Rien ne se produit, ni ampoule sur la peau, ni hurlement, rien. Le lendemain, dimanche, ayant mis une chemise de sport blanche et un pantalon de plage bien coupé, je me fis conduire en ville par un camionneur qui avait fait une halte matinale au motel pour y prendre un café. Je savais que les sœurs de l'Immaculée Conception seraient toutes à l'église pour assister au premier office, mais comme je voulais m'éclipser avant que les Palmieri ne mettent le grappin sur moi pour m'emmener avec eux, il fallait que je file de bonne heure. Après avoir tué 3 heures de temps à flâner en ville, où tout était fermé, je me rendis au petit couvent et sonnai la cloche. Une jeune sœur que je n'avais jamais vue me conduisit à la mère supérieure, qui n'était autre que sœur Léona, ma maîtresse du cours élémentaire. Elle n'avait pas tellement changé. Les religieuses ne changent guère, peut-être parce qu'elles se cachent les cheveux et ne se maquillent pas. En tout cas, je la reconnus au premier coup d'œil, comme si je venais d'être son élève. Quant à elle, je ne crois pas qu'elle réussisse à me remettre. Et pourtant, je lui dis qui j'étais.
Mes explications terminées, je la priai de me laisser consulter ce qui concernait Peter Palmieri dans les archives de l'école. Mais elle s'y refusa. J'avais mon idée. Je voulais savoir si les sœurs n'avaient pas par hasard tout un fichier avec des renseignements sur chaque élève remontant à une vingtaine d'années ou davantage. Mais j'eus beau supplier, hurler et de guerre lasse menacer la mère supérieure, elle demeura inébranlable. Les dossiers de chaque élève étaient confidentiels et ne pouvaient être montrés à personne sans le consentement des parents. Je changeai alors de tactique. Je me rappelais parfaitement que notre classe avait été photographiée quand j'étais au cours moyen. J'avais même un souvenir précis de cette journée et de la chaleur torride du photographe qui plongeait sous sa toile noire, puis en ressortait semblable à une religieuse courbée en deux quand il avait l'œil au viseur. Je demandai à sœur Léona la permission de regarder cette photo. Elle hésita 1 minute, puis accepta et fit apporter par la jeune sœur un gros album qui, me dit-elle, contenait toutes les photos de groupe faites depuis la fondation de l'école. Je la priai de me montrer celle de la première année du cours moyen, de l'année 1944. Elle feuilleta l'album et la trouva. Nous étions rangés par fils alternés de garçons et de filles, ce qui confirmait mes souvenirs. Chaque garçon était entre 2 filles, mais avait un garçon devant lui et derrière lui. Peter, j'en étais certain, avait posé juste derrière moi, me dominant d'une marche dans la classe en gradin, et sans pouvoir me rappeler leur nom, je reconnaissais parfaitement les visages des filles qui m'encadraient. La photo était un peu jaunie et je fus frappé d'y voir une école beaucoup plus neuve que celle devant laquelle j'étais passé en allant au couvent. Je pus retrouver l'endroit où j'avais posé à l'avant-dernier rang, séparé par 2 élèves de notre maîtresse sœur Thérèse, mais mon visage n'y était pas. Derrière mes 2 voisines apparaissait, tout petit sur la photo, le visage brun anguleux de Peter Palmieri. Derrière lui, personne. Devant lui, Ernie Cotta. Je parcourus la liste des noms figurant au bas de la photo. Le sien y était, mais non le mien. Je serais bien en peine de dire en quels termes je pris congé de sœur Léona et comment je sortis du couvent. Tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir arpenté les rues de la ville, presque déserte en ce dimanche matin, jusqu'au moment où mon regard fut attiré par l'inscription s'étalant sur la façade de l'imprimerie du journal. J'étais aveuglé par la réverbération du soleil sur les lettres d'or et la fenêtre de verre blanc. Pourtant, je distinguais 2 silhouettes d'hommes se déplaçant à l'intérieur. Je cognai sur la porte, à coups de pied, et l'un des hommes finit par m'ouvrir et me faire entrer dans l'imprimerie où régnait une forte odeur d'encre. Je ne reconnaissais aucun des 2 hommes, mais les presses silencieuses, bien huilées, attendantes au fond de la pièce, n'avaient pas changé depuis le jour où j'étais venu là avec mon père pour faire passer une petite annonce en vue de revendre notre maison. J'étais trop fatigué pour ergoter avec ces gens-là. J'avais perdu au couvent une partie de moi-même, et je sentais un fond de café amer dans mon ventre vide. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, » dis-je. Dans cette ville est né un garçon répondant au nom de Pete Palmer. Il est resté à l'Est, quand on a fait l'échange des prisonniers à Panmunjom, et il est passé en Chine communiste pour y travailler dans une usine de textile. À son retour, il a été incarcéré. Il avait changé de nom, après avoir quitté Cassonsville, mais ça n'a pas d'importance. On a dû lui consacrer pas mal de textes parce que c'était un gars d'ici. Puis-je consulter les numéros d'août et septembre 1959 dans votre collection? Vous voulez bien? Ils se regardèrent, puis me dévisagèrent. L'un était un vieil homme avec un dentier mal ajusté et une visière verte de reporter cinématographique. L'autre, un gros type qui n'avait pas l'air commode, avec des yeux ternes, au regard stupide. Finalement, le vieux répondit. Il n'y a jamais eu de natif de Cassonsville qui soit allé chez les communistes. Je risquerais pas d'oublier une chose pareille. S'il vous plaît, laissez-moi regarder. Il haussa les épaules et me dit 50 cents de l'heure pour consulter la collection et défense de rien arracher ni rien emporter, compris? Je lui donnai 2 pièces de 25 cents et il m'amena aux archives. Rien. Absolument rien.
Rien non plus sur l'échange des prisonniers de 1953. Je voulus remonter à l'annonce de ma naissance, mais la collection n'allait pas au-delà de 1945. Les numéros antérieurs, me dit le vieux, avaient brûlé dans l'incendie de l'ancienne imprimerie. Je sortis et restai un moment au soleil. Puis je regagnai le motel, pris mon sac et me rendis à l'île. Il n'y avait pas d'enfants cette fois. L'endroit était solitaire et très paisible. Après avoir fureté un moment, je découvris cette grotte vers le sud et je m'étendis sur l'herbe pour fumer mes 2 dernières cigarettes en écoutant le bruit de la rivière et en regardant le ciel. Je fus soudain conscient que le jour baissait. Il était temps, pensai-je, de rentrer. Lorsqu'il fit trop sombre pour distinguer le bord de la rivière, je pénétrai dans la grotte pour y passer la nuit. Je crois pouvoir dire qu'en réalité, j'avais su dès l'abord que je ne quitterais jamais plus l'île. Le lendemain matin, je détachai le canot pour le laisser filer à la dérive, sachant pourtant que les enfants le trouveraient accroché à quelques souches au ras de l'eau et qu'ils le ramèneraient. Je vis comment on m'apporte des choses et j'attrape pas mal de poissons, parfois même l'hiver en brisant la glace. Et puis il y a sur l'île quantité de mûres et de noix. Je médite beaucoup. Et si on fait ça comme il faut, cela vaut mieux que toutes ces choses dont mes visiteurs disent qu'il ne pourrait pas se passer. Vous serez peut-être surpris, mais des quantités de gens viennent me parler. Ils m'apportent qui des hameçons, des couvertures, qui un sac de pommes de terre, et certains d'entre eux me disent qu'ils seraient bien heureux d'être à ma place. Les garçons continuent bien sûr à venir sur l'île, en plus des grandes personnes. En dépit des prédictions de papa Palmieri, Peter a conservé ce nom de famille, pour toujours à mon avis, mais c'est un nom que ses camarades n'emploient guère. La substitution est une nouvelle de Gene Wolfe, narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.